Julius Evola. Synthèse de doctrine de la race. Deuxième partie, les 3 degrés de la doctrine de la race. Premier chapitre, différentes significations de la race. Dans un pur sang, l'élément central, c'est l'élément biologique, auquel on peut donc légitimement réduire toute considération raciale, alors que ce n'est certes pas le cas pour l'homme, ou, tout au moins, pour tout homme digne de ce nom, qui, lui, est bien une réalité biologique et anthropologique, mais liée à des éléments, des forces et des lois de caractère différents, suprabiologiques, aussi réelles que la première, sur laquelle ils peuvent avoir une influence souvent décisive. C'est pourquoi une étude raciale de l'homme ne peut pas s'arrêter au seul plan biologique, ni ne doit, en voulant le dépasser, ravaler l'exigence spiritualiste et qualitative initiale au niveau d'un matérialisme répétant, mutatis mutandis, la réduction psychanalytique et darwinienne du supérieur à l'inférieur, c'est-à-dire supposer une dépendance unilatérale de la partie psychique et suprabiologique de l'être humain par rapport à la partie biologique. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, que le racialisme mériterait vraiment l'accusation, formulée par le juif Trotsky, de matérialisme biologique. Le fait est que le concept de race prend des significations bien différentes selon les catégories d'êtres auxquelles il se réfère, non seulement il ne signifie pas la même chose dans le cas d'une espèce animale ou de l'homme, mais encore, du fait de la diversité du genre humain, il a une valeur différente, ne pouvant certes pas désigner la même chose dans une souche sauvage ou dans une race supérieure. Il ne suffit pas non plus, comme Walter Gross, de concevoir la race comme cette plénitude de la vie humaine, dans laquelle corps et esprit, matière et âme s'assemblent en une unité supérieure, quant à savoir si l'une de ces deux choses est déterminée par l'autre, si la forme corporelle est déterminée par l'âme ou vice-versa, c'est, d'après lui, une question extra-scientifique, métaphysique, qui ne doit pas être prise en considération par le racisme. Encore moins satisfaisante est cette affirmation d'Alfred Rosenberg, nous n'admettons ni l'opinion selon laquelle l'esprit crée le corps, ni, thèse inverse, que le corps crée l'esprit. Entre le monde spirituel et le monde physique il n'y a aucune frontière nette, l'un et l'autre constituent un tout indissociable. Lorsque la race ne doit plus être considérée comme un mythe, mais doit devenir l'objet d'une doctrine, on ne peut pas s'arrêter là. En outre, il faut noter, et cela est très important, que, au fond, si on ne dépasse pas le matérialisme lorsque l'on parle simplement de la race au sens le plus étroitement anthropologique et biologique du terme, on ne le dépasse pas non plus lorsque l'on évoque un esprit de la race, au point de formuler une mystique du sang. Pour arriver à quelque chose de valable, il serait nécessaire de fixer d'autres limites. Il est en effet facile de constater que l'on retrouve aussi un mysticisme du sang dans les types les plus bas de sociétés humaines, caractéristique qu'il est de nombreuses communautés sauvages de type totémique. Le totem, ici, n'est rien d'autre que l'âme mystique de la tribu et de la horde, perçue, toutefois, comme étroitement liée à une espèce animale donnée, les individus la conçoivent comme l'âme de leur âme, comme leur élément primaire. Ici, l'individu, avant de se percevoir en tant que tel, se perçoit précisément en tant que groupe, race ou tribu, mais dans un sens tout à fait collectiviste, et c'est de cela qu'il tire ses traits distinctifs fondamentaux, non seulement biologiques, mais aussi caractérologiques et, dans la mesure où l'on peut en parler ici, culturels et spirituels. À ce stade aussi, la différence entre le corps et l'esprit n'est pas nettement perçue, l'un et l'autre forment une unité indistincte hybride. On voit donc clairement à quel danger on peut, sans s'en rendre compte, se retrouver exposé, lorsque l'on part de conception de la race et de la mystique du sang aussi confuses que celles que nous venons d'indiquer. En combattant l'universalisme et le rationalisme, on court ici le risque de prendre comme idéal ce qui, contre toute apparence, ramène à des formes de vie naturalistes et prépersonnelles, et, donc, d'encourager une véritable involution. Cela apparaît encore plus clairement à la lumière de l'idée traditionnelle selon laquelle les sauvages, dans la plupart des cas, ne représentent en rien les primitifs, les formes originelles de ce qui est appelé l'humanité, mais, au contraire, les derniers résidus dégénératifs, matérialisés, abrutis, de races et de civilisations précédentes, de type supérieur. Ainsi serait-il facile de montrer que le totémisme n'est que la forme dégénérative et crépusculaire d'une mystique du sang bien différente, celle qui prit forme dans le culte aristocratique des héros ou demi-dieux de divers peuples, ainsi que, dans une certaine mesure, dans celui des Lares et des Manes de la romanité patricienne. De tout cela ressort donc très clairement la nécessité de points de référence plus précis. Deuxième chapitre, les 3 degrés de la doctrine de la race. On a dit que le concept de race revêt des significations différentes non seulement par rapport à l'homme ou à une espèce animale, mais aussi par rapport aux différents types humains. Ainsi, nous devons établir une première distinction, fondamentale, entre race naturelle et race au sens supérieur, humain et spirituel. Du point de vue méthodologique, il faut se convaincre qu'il est absurde d'envisager le racisme comme une discipline en soi, plutôt que comme une discipline étroitement subordonnée à une théorie générale de l'être humain. De la façon dont on conçoit l'homme dépend aussi le caractère de la doctrine de la race.
Si la conception est matérialiste, ce matérialisme se transmettra au concept même de race. Si elle est spiritualiste, la doctrine de la race aussi sera spiritualiste, car, même si l'on considère ce qui dans l'être humain est matériel ou conditionné par les lois de la matière, elle n'oubliera jamais la place hiérarchique et la dépendance fonctionnelle de cette partie dans l'ensemble de l'être humain. De ce que la soi-disant objectivité des recherches menées scientifiquement, à l'exclusion ostensible des questions métaphysiques, loin d'être, comme elle le prétend, dénuée de préjugés, est, souvent sans qu'elle s'en rende compte, disqualifiée par ceux de la conception matérialiste et profane du monde et de l'homme propre au positivisme et au darwinisme du siècle dernier, proviennent les interprétations unilatérales et les déformations que l'on trouve dans certains traités racialistes, dont l'adversaire cherche naturellement à tirer le plus grand profit possible. Étant donné que, pour notre part, nous voulons exposer la doctrine de la race du point de vue traditionnel, il va de soi que nous nous appuierons sur la conception traditionnelle de l'être humain, selon laquelle l'homme, en tant que tel, ne se réduit pas à des déterminismes purement biologiques, instinctifs, héréditaires, naturalistes, si tout cela joue un rôle, négligé par un spiritualisme suspect, exagéré par un positivisme myope, il reste que l'homme se distingue de l'animal en tant qu'il participe à un élément supranaturel, suprabiologique, le seul en fonction duquel il peut être libre, il peut être lui-même. Entre ces deux éléments, principe d'une certaine façon intermédiaire, l'âme. La distinction de trois principes différents dans l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, est fondamentale pour la pensée traditionnelle. Présente, de manière plus ou moins complète, dans les enseignements de toutes les anciennes traditions, elle s'est continuée jusqu'au Moyen-Âge même, la conception aristotélicienne et scolastique des trois âmes, végétative, sensible et intellectuelle, la trinité hellénique, soma, psyché, nous, la romaine, mens, anima, corpus, l'indo-européenne, stula, lenga, karena sarira, et ainsi de suite, en sont autant d'expressions équivalentes. Il est important de souligner qu'il ne faut pas considérer cette idée comme une interprétation philosophique parmi d'autres, à discuter, à critiquer ou à confronter avec d'autres, mais comme un savoir objectif et impersonnel, inhérent à la nature même des choses. Pour préciser quelque peu les trois concepts, on peut indiquer que l'esprit, dans la conception traditionnelle, a toujours représenté quelque chose de suprarationnel et de supra-individuel, il n'a donc rien à voir avec l'intellect ordinaire et encore moins avec le monde terne des penseurs et des gens de l'être, il est plutôt l'élément sur lequel repose toute ascèse virile et toute élévation héroïque, tout effort pour réaliser, dans la vie, ce qui est plus que vie. Dans l'Antiquité classique, on oppose à l'esprit, en tant que nous ou animus, à l'âme, comme le principe masculin au principe féminin, l'élément solaire à l'élément lunaire. L'âme appartient déjà plus au monde du devenir qu'à celui de l'être, elle est liée à la force vitale, ainsi qu'à toutes les facultés de perception et aux passions. Par ses ramifications inconscientes, elle établit un lien entre l'esprit et le corps. Le terme indo-arien lenga sarira, un de ces aspects, qui correspond au corps subtil de certaines écoles occidentales, désigne proprement l'ensemble des forces formatrices, plus que corporelles, moins que spirituelles, en acte dans l'organisme physique, où se font sentir au plus haut point les influences héréditaires et se forment les éléments acquis de nouvelles hérédités. Analogiquement, la triade humaine esprit-âme-corps correspond à la triade cosmique soleil-lune-terre. En partant de ce point de vue, il faut reconnaître que l'inégalité du genre humain n'est pas seulement physique, biologique ou anthropologique, mais également psychique et spirituelle. Les hommes sont différents non seulement par le corps, mais aussi par l'âme et par l'esprit. En conséquence, la doctrine de la race doit s'articuler en 3 degrés. L'examen racial de l'homme en tant que corps, entité purement naturelle et biologique, est la tâche propre au premier degré de la doctrine de la race. Vient ensuite l'examen de l'homme en tant qu'âme, c'est-à-dire l'étude de la race de l'âme. Pour couronner le tout, un 3e degré de la doctrine de la race, c'est-à-dire l'étude raciale de l'homme non seulement en tant que corps et âme, mais, en outre, en tant qu'esprit. C'est seulement alors que la doctrine de la race sera complète et qu'il sera assez facile de dépasser certaines confusions et de repousser les attaques qu'un spiritualisme suspect et de tendance libérale, profitant du caractère unilatéral des interprétations matérialistes que nous avons indiquées, dirige contre le racialisme.